Le temps ne se plia pas avec violence. Il n'y eut ni choc, ni vertige, seulement le silence. Quand mes pattes touchèrent le sol sec et chaud, je sentis un monde qui n'avait pas encore de nom. Le vent traversait les collines nues et le ciel semblait plus grand que tout autre que j'avais jamais vu. Il n'y avait pas de ville, pas de route, seulement la terre, la pierre et l'humanité dans son état le plus brut. J'étais dans un temps antérieur à ce que nous appelons l'histoire. Avant l'écriture, avant l'agriculture, avant les villes, les humains vivaient en petits groupes mobiles, suivant les saisons, accompagnant les troupeaux, recueillant ce que la terre offrait librement. Rien là ne suggérait la permanence. Tout était mouvement et passage. Pourtant, quelque chose ressortait. Sur une élévation douce, j'ai vu du mouvement constant. Des personnes transportaient des pierres bien trop grandes pour un camp ordinaire. Ce n'était pas un abri. Ce n'était pas la chasse. C'était une construction. Et à cette époque, cela ne devrait pas exister. Je m'approchais avec prudence. Personne ne semblait remarquer ma présence. Pas parce que je me cachais, mais parce que ce n'était pas une ère où les chats observateurs avaient là leur place dans les histoires humaines. J'étais un détail du paysage, une ombre parmi tant d'autres. Le lieu s'appelait Göbekli Tepe, un nom qui n'émergerait que des milliers d'années plus tard, quand les archéologues découvriraient le site enterré. Pour ces gens, c'était simplement une butte dans le paysage, choisie pour des raisons au-delà de la survie immédiate. Et cela seul était étrange. Ici, avant tout village permanent, avant tout champ cultivé, quelqu'un a décidé d'ériger quelque chose qui ne nourrissait pas le corps. Quelque chose construit pour l'esprit ou pour une aspiration plus profonde. Le besoin de sens. Au centre du lieu, des piliers de pierre en forme de T s'élevaient vers le ciel. Ils étaient énormes, taillés dans des blocs uniques, pesant plusieurs tonnes. Il n'y avait pas de métal, pas de roues, pas d'animaux de trait. Seulement des mains, des cordes, des leviers et ce type de persévérance qui dure des générations. Les piliers étaient couverts de reliefs. Des renards, des serpents, des sangliers, des vautours. Des animaux qui chassent, menacent, observent. Presque aucune plante, aucun visage humain. C'était un monde où les animaux dominaient le récit gravé dans la pierre. À la lumière déclinante, je pouvais voir que ce n'étaient pas des rayures improvisées. Les lignes étaient en ferme, répétées, normalisées. Il y avait du style, des proportions, une hiérarchie visuelle. Quelqu'un avait appris à sculpter là et continuait à enseigner aux autres à faire de même. Autour, le vide. Aucun village densément peuplé. Aucun amas de maisons en pierre. Seulement quelques petits abris à proximité, plus proches de camps que d'une ville. Le monument était prêt bien avant tout signe clair de vie urbaine. Cela inversait l'histoire que nous aimons raconter. Nous imaginons les villages d'abord, puis les villes, puis les temples. Ici, le temple semblait venir avant tout. L'architecture du sacré précédait l'architecture de la vie quotidienne. J'ai réalisé que la question « Comment ont-ils construit cela ?» était importante, mais secondaire. La question plus profonde était « Qu'était-ce d'si urgent, d'si nécessaire, qui justifiait de lever des pierres massives avant même d'assurer une vie stable ?» C'étaient quatre des chasseurs-cueilleurs. Ils dépendaient de la chasse, de la récolte de plantes sauvages et de la connaissance du terrain. Ils n'avaient pas de roi, d'armée permanente, ni de ville. Et pourtant, les voilà réunis autour d'un projet qui transcendait la survie immédiate. Pour construire Göbekli Tepe, il fallait coordonner les tâches, diviser le travail, planifier le temps. Il fallait que beaucoup acceptent de consacrer l'effort à quelque chose qu'on ne pouvait ni manger ni vêtir. Cela exige plus que la nécessité. Cela exige la croyance. Personne ne porte des pierres massives par pure curiosité. Il y avait une idée partagée, peut-être une vision du monde, peut-être une anxiété commune face à l'inconnu. Une promesse que si ces pierres restaient debout, le monde aurait plus de sens. J'ai regardé leurs visages brûlés par le soleil. Je n'ai vu aucune panique. J'ai vu de la concentration. Des gestes répétés passant de main en main. Il y avait de la révérence pour l'espace que ces pierres définissaient. Entrer n'était pas un acte neutre.
c'était franchir un seuil symbolique. Ils n'écrivaient pas, mais se souvenaient. La mémoire était faite d'histoires racontées, de gestes répétés, de chemins parcourus. Au lieu d'enregistrer le quotidien, ils ont gravé des symboles capables de traverser les millénaires. Göbekli Tepe était moins un outil qu'un message. Dans cet espace, l'organisation humaine n'apparaissait pas comme un moyen de cultiver, mais comme un moyen de signifier quelque chose. Se réunir n'était pas seulement survivre, c'était dire ensemble « Nous sommes ici » et cela a du sens. Pendant des siècles, nous avons enseigné que la religion est née pour organiser les villes et les États. D'abord l'agriculture, puis le surplus, puis les temples et les dieux pour légitimer le pouvoir. Göbekli Tepe a inversé cette séquence. Peut-être que ce n'était pas la ville qui créait le sacré. Peut-être que c'était le sacré qui convoquait la ville. Le besoin de rituels, de rencontres, de parler à quelque chose de plus grand, peut avoir réuni les gens avant tout mur, plaza ou marché. Les piliers centraux étaient des figures anthropomorphes sans visage. Des bras, des mains, des ceintures, parfois des animaux suspendus, mais aucun regard sculpté. C'étaient des présences anonymes, plus des idées que des individus. Des forces, pas des personnages. Nous ne savons pas quel nom ils donnaient à ces figures. Peut-être n'utilisaient-ils aucun nom. Mais il est clair qu'ils voyaient plus que de la pierre. Cela organisait l'espace, le corps et la peur. Cela disait où commence le silence, où parler bas, où regarder vers le haut. Et il n'y avait pas de champ de blé à proximité. Avant la moisson, il y avait déjà un autel. Avant l'écriture, il y avait déjà un symbole. Au lieu de demander la protection pour les récoltes, il semblait demander l'ordre dans un monde imprévisible. Göbekli Tepe n'explique pas seul l'origine de la religion, mais il suggère que peut-être ce n'est pas un sous-produit de la vie urbaine. Ce pourrait être l'inverse. La ville est née pour soutenir un ancien désir de se réunir autour de quelque chose d'intangible. Le lieu n'était pas utilisé tout le temps. Il s'éveillait à des moments précis. Des groupes venèrent de loin, apportant la nourriture, les histoires, les tensions et les alliances. Cela semblait moins un espace d'habitation et plus une scène pour des rencontres programmées. De grandes quantités d'animaux étaient chassés et consommés là. Des festins, des banquets, des célébrations. Manger ensemble devant les piliers transformait la viande en récit. La nourriture devenait un argument. Nous appartenons au même cercle. Je n'ai trouvé aucun signe clair de guerre lié au lieu. J'ai vu des lances, oui, mais destinées à la chasse, pas aux batailles. J'ai vu plus de coopération que de conflits. Göbekli Tepe semblait un centre de convergence, pas une forteresse. Personne ne revendiquait la propriété de l'espace. Il n'y avait pas de trône, pas de maisons collées au cercle central. Le lieu appartenait à tous ceux qui acceptaient le rituel, et à personne en particulier. C'était commun, mais pas ordinaire. J'observais de loin, respectant les limites invisibles. Je savais que ce lieu n'était pas une scène pour ma présence, mais pour la leur. Parfois, être témoin, c'est simplement ceci. Être silencieux et regarder. C'était un monde sans traités écrits, mais avec des accords implicites. Göbekli Tepe fonctionnait comme un rappel en pierre que, même avant la loi, il y avait déjà des limites, des gestes et des silences que chacun comprenait. Après un long temps d'utilisation, quelque chose a changé. Progressivement, les cercles de pierre ont commencé à se remplir. La terre a été jetée dedans. Ce qui avait été soigneusement exposé a commencé à être couvert. Ce n'était pas un effondrement naturel, c'était du travail humain. Mélangés à la terre se trouvaient des os, des fragments d'outils, des restes de festins. C'était comme fermer un livre, page après page, jusqu'à ce que rien ne reste lisible à la surface. Enterrer est une décision forte. Enterrer quelque chose de si laborieusement construit l'est encore plus. Ils n'ont pas essayé de détruire les piliers. Ils les ont simplement fait disparaître de la vue. Comme si l'époque à venir n'était pas prête à les regarder. Peut-être que le rituel s'est déplacé ailleurs. Peut-être que de nouveaux symboles ont émergé, mieux adaptés aux villages, aux cultures, à un autre mode de vie.
Peut-être que ce modèle de rassemblement avait déjà rempli sa fonction. Ce qui semblait être une fin était une préservation. Le sol a protégé les gravures du vent, de la pluie, de l'oubli complet. Sans la terre qui les couvrait, les images de renards, serpents et vautours ne nous auraient jamais atteints. Il y a des oublis qui tuent et des oublis qui gardent. Göbekli Tepe connaissait le second type. Il a été caché non pour disparaître, mais pour dormir jusqu'à ce qu'une autre époque puisse le retrouver. Pendant plus de 10 000 ans, Göbekli Tepe est resté enterré. Au-dessus de lui, l'humanité a inventé l'agriculture, la ville, l'empire, l'alphabet, la monnaie, la philosophie, le marché, le tribunal. Pendant ce temps, le cercle de pierre restait immobile sous des couches de terre. Les pharaons ont été enterrés dans des pyramides. Les villes se sont levées et ont brûlé. Les cartes ont été redessinées d'innombrables fois. Et personne n'imaginait que sous une butte discrète en Anatolie dormait un temple plus ancien que tout mythe écrit. Le silence n'a pas effacé la question gravée dans les pierres. Il n'a que retardé le moment où quelqu'un l'entendit à nouveau. Parfois, l'histoire se tait pour qu'une autre partie puisse parler d'abord. Quand les archéologues ont commencé à fouiller le site à la fin du XXe siècle, ils ont rapidement réalisé qu'ils se tenaient devant quelque chose sans précédent. Les dates ne correspondaient pas aux livres. Ce qui se tenait debout était plus ancien que la civilisation elle-même. Les théories ont dû être révisées. Les lignes droites sont devenues des courbes. L'idée que nous vivions d'abord en paix, puis philosophions, a perdu sa simplicité. Göbekli Tepe nous a rappelé que parfois, nous philosophons précisément parce qu'il n'y a pas de paix. Les pierres n'argumentent pas. Elles ne répondent pas. Elles existent, simplement. Et leur existence force des questions pour lesquelles personne n'a une réponse vraiment confortable. Göbekli Tepe nous force à admettre que peut-être nous avons commencé différemment de ce que nous aimerions croire. Peut-être que nous ne sommes pas, par essence, des animaux économiques qui ont ensuite inventé les dieux. Peut-être que nous sommes, dès le départ, des animaux symboliques. Ces pierres suggèrent que l'impulsion de créer du sens venait aux côtés ou même avant l'impulsion d'accumuler, que nous nous sommes réunis pour raconter des histoires et affronter l'inconnu, et ce n'est qu'après que nous avons mesuré les champs, levé les murs et débattu des frontières. Cela ne rend pas le monde plus simple. Bien au contraire. Si le sacré vient en premier, la ligne entre la foi et la politique, entre le mythe et l'organisation sociale, devient plus enchevêtrée. Et c'était peut-être toujours le cas. L'histoire cesse d'être un escalier montant vers le progrès. Elle devient une spirale. Nous répétons les anciennes questions dans de nouvelles langues. Nous revenons à des endroits que nous ne savions pas avoir déjà visités. Debout devant Göbekli Tepe, je savais que je n'étais pas là pour tout comprendre. J'étais là pour témoigner de la taille de la question. Parfois, apprendre, c'est accepter que certaines choses restent plus grandes que toute réponse. Certains lieux existent pour nous rappeler que nous ne sommes le commencement de rien. Nous sommes simplement ceux qui, un bref instant, peuvent voir un peu plus profond dans l'obscurité. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers les moments qui ont façonné l'humanité et à travers des histoires plus anciennes que la mémoire écrite, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le temps garde des secrets que nous apprenons encore à entendre. Je serai là pour les observer avec toi. Jusqu'au prochain épisode.